Bonjour à tous. L'année dernière, j'avais évoqué mon mémoire de fin de Master 2 et certains m'avaient demandé si je comptais en parler en vidéo, ce que je n'ai visiblement pas fait, mais je me rattrape aujourd'hui avec un sujet un peu plus intéressant, qui est celui de ma thèse. Je travaille sous la direction de Madame le professeur Cécile Le Gallou sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international avec une approche comparée sur les droits français, anglais, américains et chinois. Donc oui, il y a de quoi faire. Dans cette vidéo, je vais donc commencer en expliquant rapidement ce qu'est l'arbitrage, puis en vous exposant l'intérêt de ma thèse. Une fois cela fait, je passerai sur l'affaire Tapie qui a défrayé la chronique pendant de nombreuses années et montré une image très moyenne de l'arbitrage avec un enchaînement de conflits d'intérêts. Qu'est-ce donc que l'arbitrage ? L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits où les parties soumettent leurs litiges à des personnes privées qu'elles ont désignées, les arbitres. L'arbitrage est bel et bien une procédure juridictionnelle, à l'instar d'un jugement étatique. La décision rendue par le tribunal arbitral aura force exécutoire et ne pourra être mise en cause par un tribunal étatique que si une grave faute est découverte. C'est un mode de règlement des conflits qui tend à se développer de plus en plus, les contrats conclus entre des entreprises y étant les plus sujets. Il est malgré tout possible pour des particuliers d'y recourir, dans des conditions cependant très encadrées. Il n'est par exemple pas possible d'y soumettre des questions matrimoniales telles qu'un divorce. L'Union européenne protège les consommateurs européens en limitant considérablement les situations où il est possible de les soumettre à l'arbitrage. Amazon est par exemple particulièrement connu pour avoir recours à ce genre de méthode afin de réduire les recours des consommateurs, car un arbitrage est très coûteux. L'arbitrage possède des atouts importants, notamment la confidentialité et la présence de juges professionnels. Sauf dans de rares cas, l'arbitrage est normalement entouré d'un grand secret, ce qui permet aux entreprises de ne pas voir leurs futurs projets ou affaires être dévoilés publiquement, comme ce serait le cas dans un tribunal étatique. J'ai ensuite parlé de juges professionnels. Il faut comprendre par là que les arbitres sont des juges désignés généralement pour leur connaissance d'un milieu, celui dans lequel le conflit est apparu. Il existe ainsi des cours d'arbitrage spécialisés dans des domaines très précis tels que la chambre d'arbitrage des cafés et poivres du Havre. Les parties, qui auront généralement des conflits impliquant d'importantes sommes d'argent, seront ainsi jugées par quelqu'un qui connaît parfaitement leurs problématiques et à qui il ne sera pas nécessaire d'expliquer des concepts techniques. Les arbitres sont généralement soit des professeurs d'université ou des avocats, soit des techniciens, généralement des ingénieurs ou des experts comptables. L'arbitrage est considéré comme une justice de gentleman, car l'objectif est d'obtenir une décision juste mais mesurée, qui ne condamne pas une partie à des sanctions trop importantes et fait la part des choses entre les différentes responsabilités. La notion de conflit d'intérêts n'a ainsi longtemps pas été associée avec l'institution de l'arbitrage, mais les dernières décennies ont forcé la doctrine à se pencher sur cette problématique. La doctrine est l'ensemble des écrits cherchant à réfléchir sur le droit, généralement rédigés soit par des professeurs, soit par des avocats. Le problème des conflits d'intérêts est crucial dans l'arbitrage, car il touche à deux piliers de l'institution, l'indépendance et l'impartialité des arbitres, sans lesquels il est impossible de parvenir à une solution satisfaisante. J'ai choisi d'ajouter à ces questions une approche internationaliste. J'avais déjà visé les droits anglais et chinois dans mon mémoire, afin de toucher trois systèmes juridiques différents, et j'ai souhaité ajouter le droit américain dans ma thèse, à la fois de par l'importance que possèdent les États-Unis, mais aussi pour mettre en avant les différences présentes dans des droits d'un même système juridique, ici la common law. J'espère que l'explication a été suffisamment claire. J'ai essayé de ne pas être trop détaillé, mais n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez une incompréhension ou si vous voulez en savoir plus. J'en profite au passage pour vous dire que maintenant que l'idée des lives pour revenir sur d'anciennes vidéos a été entérinée, je n'exclus pas d'utiliser ce format pour parler dans le futur, de temps en temps, de l'évolution de ma thèse. Mais pour l'instant, passons à l'affaire Tapie. Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a rendu une décision confirmant la nullité de la procédure arbitrale qui avait eu lieu dans cette affaire. Le 18 mai 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne les époux Tapie à rembourser la somme de 404 millions d'euros au Crédit Lyonnais. Alors comment en est-on arrivé là ? L'affaire démarre en 1992 lorsque Bernard Tapie décide de vendre Adidas afin de devenir ministre dans le gouvernement Bérégovoy. Le Crédit Lyonnais, qui lui avait accordé un prêt 2 ans auparavant afin d'acheter l'entreprise, trouve un groupe d'investisseurs parmi lesquels compte Robert Louis Dreyfus.
En 1993, l'ensemble des actions est vendu pour 320 millions d'euros, dont 15% vont au seul Robert Louis Dreyfus, qui possède une option pour en acquérir l'intégralité. Cette option est activée un an plus tard pour 709 millions d'euros. Le Crédit Lyonnais a cependant récupéré la majorité des gains de l'opération sans en informer M. Tapie, rompant ainsi avec son devoir d'information et de loyauté et lançant par la même occasion la célèbre affaire. Les époux Tapie se sont par la suite déclarés en faillite et leurs entreprises furent mises en liquidation. Les liquidateurs se sont retournés contre le Crédit Lyonnais pour avoir réalisé un accord secret avec M. Dreyfus, au désavantage de son client, M. Tapie. On avance désormais jusqu'à novembre 2007 alors que l'affaire n'est toujours pas réglée. Après avoir soutenu la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, M. Tapie voit Christine Lagarde, alors ministre de l'économie et des finances, proposer aux deux parties un arbitrage. Moins d'un an après, le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral rend une sentence où il considère que le Crédit Lyonnais n'avait notamment pas respecté son devoir de loyauté envers son client. L'entreprise est condamnée à verser 240 millions d'euros et les intérêts aux liquidateurs de l'entrepreneur français et 45 millions d'euros à M. Tapie au titre des préjudices moraux. Aucun recours n'a été intenté ni par la société mère, CDR, ni par le Crédit Lyonnais, ni enfin par le gouvernement français. Les recours ne sont possibles en arbitrage que lors d'une faute grave durant la procédure et non sur le fond du litige. Des allégations de fraude sont cependant apparues en 2012, mettant en cause l'indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral. Des liens entre M. Estoup, un des arbitres, et l'avocat de M. Tapie avaient en effet été dissimulés. Si un tribunal n'est pas indépendant et impartial, la décision qu'il rend n'a aucune valeur. Si l'arbitrage est une justice privée, elle répond cependant à des standards aussi élevés, si ce n'est plus, que ceux de la justice étatique. La Cour de cassation a considéré que ne pas dévoiler ces informations suffisait à créer un doute raisonnable dans l'esprit des parties quant à l'indépendance et l'impartialité des arbitres, et qu'elles n'avaient pas été dévoilées afin de maintenir l'un des arbitres. En conséquence, la société mère du Crédit Lyonnais a porté devant la Cour d'appel de Paris une demande de révision de la sentence en 2013, les délais ayant été dépassés pour la faire annuler. Le 17 février 2015, la Cour accepte la demande et condamne en décembre de la même année M. Tapie au remboursement des 400 millions d'euros qui lui avaient été versés. L'affaire n'est cependant pas complètement terminée, puisqu'il est considéré que certains membres du gouvernement français de l'époque ont peut-être favorisé M. Tapie en ne faisant aucun recours à la suite de la sentence arbitrale. La présidente actuelle du FMI, Christine Lagarde, est notamment visée par une enquête. J'espère que ce résumé a été clair, j'ai essayé de ne pas être trop technique dans mes termes juridiques pour que tout cela reste assez clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et comme d'habitude, pensez à aimer, commenter et partager la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.